Hannah Arendt, de son vrai nom Johanna Arendt, naît le 14 octobre 1906 à Hanovre en Allemagne et meurt le 4 décembre 1975 à New York. Elle est issue d'une famille juive laïque et est allemande, mais elle serait également naturalisée américaine. Hannah Arendt était une historienne, journaliste, mais surtout une philosophe. Du moins, on la considère comme une philosophe aujourd'hui, mais elle se définissait plutôt comme une spécialiste de la théorie politique, c'est-à-dire une politologue plutôt que comme une philosophe. En effet, dans son œuvre Conditions de l'homme moderne, elle explique que, je cite, « la majeure partie de la philosophie politique depuis Platon s'interpréterait aisément comme une série d'essais en vue de découvrir les fondements théoriques et les moyens pratiques d'une évasion définitive de la politique. » En d'autres termes, depuis Platon, la philosophie tente de s'écarter du chemin de la politique, or, elle se recentre sur l'individu et donc se différencie du philosophe classique. Ses œuvres les plus célèbres sont Les origines du totalitarisme, publié en 1951, La condition de l'homme moderne, en 1958, et La crise de la culture, en 1961. Son livre, Eichmann à Jérusalem, publié en 1963 à la suite du procès d'Adolf Eichmann en 1961, a fait l'objet d'une controverse internationale, mais nous reparlerons de ses œuvres et des idées exprimées ultérieurement. Alors, sa vie, ou plutôt les éléments de sa vie, comme des rencontres ou encore sa religion, ont influencé sa façon de penser. Durant sa jeune éducation en Allemagne, Hannah Arendt a toujours été une très bonne élève. À 18 ans, elle part étudier la philosophie et la théologie à l'université de Marbourg, où elle suit les cours d'Heidegger. Et cette rencontre sera marquante pour Hannah, intellectuellement car elle l'admire, mais surtout sentimentalement, puisqu'elle entretiendra une relation secrète et passionnée avec ce dernier. Cependant, elle met fin à cette relation et se rend à Fribourg pour assister à des conférences du CERN. Et enfin, elle achève sa formation auprès de Karl Jaspers à l'université d'Heidelberg. C'est d'ailleurs sous la direction de ce dernier qu'elle rédigera sa thèse « Le concept d'amour chez saint Augustin ». Durant ses études, elle se révèle déjà, grâce à sa brillante intelligence, et d'un non-conformisme encore peu commun. À partir de 1933, avec l'accès d'Hitler au pouvoir, la situation devient dangereuse pour elle en Allemagne. Elle est arrêtée par la Gestapo, mais elle sera relâchée. Mais, consciente du danger, elle se rend en France où elle travaillera à l'accueil des réfugiés qui, comme elle, fuient le nazisme. Elle divorcera d'ailleurs durant cette période de son premier mari, un jeune philosophe allemand, épousé en 1929, pour se marier avec Heinrich Blücher, un réfugié allemand. Arrêtée en France, elle est internée dans un camp, mais elle s'en échappe et part pour le Portugal. Mais ce n'est que de passage, car, grâce à son ami diplomate américain, elle obtient un passeport pour l'Amérique où elle s'installe. Alors à New York, elle ne peut qu'être spectatrice de la tragédie en cours. Une fois la guerre terminée, elle intervient en la faveur d'Heidegger, son ancien amant, lors du procès en raison de sa sympathie nazie. Elle dira même qu'il est le roi secret dans le royaume du pensée. En 1951, c'est une année charnière pour elle car elle publie son ouvrage fondamental Les origines du totalitarisme et entame une série de conférences dans de prestigieuses universités américaines. On remarque qu'une si brillante carrière universitaire est encore rare pour une femme de cette époque. Et quelques années plus tard, deux autres livres paraîtront, La condition de l'homme moderne et La crise de la culture, qui assureront sa célébrité auprès du public. Enfin, elle se rend à Jérusalem pour couvrir le procès d'Eichmann en tant qu'historienne et journaliste. Elle exprime qu'elle se doit d'y aller du fait de son expérience, mais elle en tirera surtout un ouvrage de réflexion sur la banalité du mal, qui, à nouveau, rencontre un grand succès tout en déclenchant une polémique. On y reviendra plus tard. En 1963, c'est la consécration pour elle puisqu'elle obtient la chaire de sciences politiques de l'Université de Chicago, puis est nommée professeure à l'école de recherche sociale de New York en 1967. C'est dans cette ville qu'elle meurt en 1975, laissant à la postérité des dizaines de livres, essais ou articles, dont plusieurs paraîtront de manière posthume. Parlons désormais de ses idées et de ses influences. Alors, même si elle ne se considérait pas comme une philosophe, elle aborde un ensemble de problématiques variées. En effet, même si ses théories les plus connues sont celles qui décrivent la nature et le fonctionnement du totalitarisme, ou encore la culture moderne,
elle a aussi abordé des thèmes comme la révolution, la liberté ou encore la notion de vie active. Ces théories ont renouvelé en profondeur la philosophie politique. Et concernant ce qu'est la vie politique et la nature de celle-ci, elle est influencée par Heidegger et Jaspers, un existentialiste qui a également travaillé sur la notion de culpabilité. En effet, à 15 ans, Arendt a lu la psychologie des conceptions du monde de ce dernier et s'est naturellement intéressée à Søren Kierkegaard, un auteur fondamental de la philosophie de Jaspers. Elle s'inspire cependant aussi de nombreux autres penseurs pour construire sa philosophie, comme Aristote, Augustin, Kant ou encore Nietzsche. De nos jours, ses ouvrages sur le phénomène totalitaire sont étudiés dans le monde entier et sa pensée politique et philosophique occupe une place importante dans la réflexion contemporaine. Hannah Arendt, qui souhaite construire sa pensée dans la réalité de son époque, s'est intéressée au phénomène du totalitarisme. Elle publie en 1951 Les origines du totalitarisme en 3 volumes. L'antisémitisme, l'impérialisme et enfin le système totalitaire, où elle place justement sur le même plan le stalinisme et le nazisme pour fonder le concept de totalitarisme. Selon elle, le système totalitaire est d'abord un mouvement, une dynamique pour détruire la réalité et les structures sociales. Pour elle, c'est un mouvement international dans son organisation, universel dans sa visée idéologique et planétaire dans ses aspirations politiques. Contrairement au régime autoritaire classique qui se limite à un territoire déterminé, un régime totalitaire est à la recherche d'une domination totale et sans limite. Dans son livre Eichmann à Jérusalem, publié après le procès d'Adolf Eichmann, qu'elle est suivie comme journaliste, envoyée par le célèbre journal The New Yorker, Hannah Arendt développe alors le concept très controversé de la banalité du mal. Elle défend alors l'idée que le criminel de guerre nazi n'était qu'un homme banal, un fonctionnaire ambitieux, incapable de distinguer le bien du mal et entièrement soumis à l'autorité. Pour elle, Eichmann croit accomplir son devoir et suit les consignes en cessant de penser, ce qui ne le disculpe pas de ses crimes. Mais, dans un régime totalitaire, l'idéologie, la propagande et la répression conduisent des hommes peu différents, des hommes ordinaires, à accomplir des actes monstrueux, plus préoccupés à faire carrière que par les conséquences de leurs actes. Plus tard, Stanley Milgram, un psychologue social américain, s'appuiera sur ce concept de banalité du mal pour expliquer les résultats de sa célèbre expérience, les conditions de l'obéissance et de la désobéissance à l'autorité. Voici l'expérience. Donc, c'est un savant qui vous ordonne d'appuyer sur un bouton qui lance des décharges électriques à une personne face à vous. Il vous demande de continuer et d'augmenter encore la puissance. Vous le voyez souffrir et crier de plus en plus fort. Mais on vous a dit que c'est une expérience scientifique et que le cobaye est consentant. Ce dernier est en réalité un acteur, c'est alors vous le cobaye. Mais le plus important, vous êtes payé. Alors, que faites-vous ? Cette expérience soulève alors les mêmes questions au sujet du phénomène nazi. Pourquoi obéit-on ? Pourquoi se soumet-on à l'autorité ? Ou encore, comment désobéir ? Le totalitarisme est, pour ses adhérents, source de conflits intérieurs entre leurs intérêts personnels et le bien général. Par ailleurs, Hannah Arendt sera accusée de défendre le régime nazi et de donner une raison à ses actes. De plus, juive, elle sera même considérée comme antisémite par certains car ils ont déformé ses propos sur les juifs. Ces idées sont résumées dans le discours final, issu du film Hannah Arendt, sorti en 2014, puisqu'elle aborde le totalitarisme, la soumission à l'autorité et la capacité de penser par soi-même. La controverse juive du procès est également montrée dans cet extrait de 7 minutes. Perhaps just for today you will allow me to smoke immediately.
When the New Yorker sent me to report on the trial of Adolf Eichmann, I assumed that the courtroom had only one interest: to fulfill the demands of justice. This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books, and the criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trials. But still, the court had to define Eichmann as a man on trial for his deeds. There was no system on trial, no history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Miss Arendt, you're avoiding the most important part of the controversy. Vous affirmez que moins de juifs seraient morts si les chefs juifs n'avaient pas coopéré. Ce thème a surgi pendant le procès. J'étais supposé le couvrir. Je devais donc clarifier le rôle de ces chefs juifs qui avaient participé directement aux activités d'Eichmann. Vous reprochez au peuple juif sa propre destruction. Je n'ai jamais accusé le peuple juif. La résistance était impossible. Mais peut-être qu'il y a quelque chose, justement, entre la résistance et la coopération. Et c'est uniquement dans ce sens que j'ose dire qu'on peut supposer que certains parmi les chefs juifs auraient peut-être pu se comporter différemment. Il est primordial de se poser cette question essentielle, parce que le rôle qu'ont joué les chefs juifs donne un aperçu des plus choquants de l'étendue infinie du désastre moral qu'ont provoqué les nazis dans la très respectable Europe de notre XXe siècle. Et non dans la seule Allemagne, mais dans presque tous les autres pays. Pas seulement parmi les persécuteurs, mais aussi parmi les victimes. Oui. Les persécutions visaient essentiellement les Juifs. Pourquoi décrivez-vous les crimes d'Eichmann comme des crimes contre l'humanité? Parce que les Juifs sont des hommes. Dès le début, les nazis ont tenté de les nier. Un crime contre ces hommes est, par définition, un crime contre l'humanité. Je suis, comme vous le savez évidemment, juive. Et on m'a accusée d'être une antisémite juive qui défendait les nazis et qui se souciait peu de son peuple. Aucune de ces accusations n'est un argument. Ça n'est que dénigrement et diffamation. Je n'ai jamais défendu Eichmann. Mais j'ai tenté de juxtaposer la grossière médiocrité de cet homme minable avec ses actes écœurants. J'ai essayé d'écouter et de comprendre. Ce n'est pas la même chose que pardonner. Je considère qu'il est de ma responsabilité de comprendre. C'est de la responsabilité de ceux qui prétendent écrire la moindre phrase sur ce terrible sujet. Depuis Socrate et Platon,
On a l'habitude de considérer que la pensée n'est autre chose que ce dialogue silencieux qui se poursuit entre moi et moi-même. En refusant de demeurer une personne, Eichmann a d'un seul coup renoncé à cette qualité spécifiquement et uniquement humaine qui consiste à pouvoir élaborer une pensée. Par conséquent, il n'était plus capable du moindre jugement moral. Cette incapacité de penser a engendré la possibilité chez des hommes de nature ordinaire et médiocre de commettre des actes cruels dans des proportions gigantesques, des actes incomparables à tout ce qu'on avait vu auparavant. Pour ce qui me concerne, j'avoue que j'ai considéré cette question sous l'angle philosophique, c'est vrai. La pensée est une activité qui ne se manifeste en aucun cas dans le savoir ou dans la connaissance, mais dans la capacité à distinguer le bien du mal, la dignité de l'abjection. Et je souhaite, de tout mon être, que la pensée donne à la plupart des êtres les moyens d'éviter la catastrophe dans ces très rares moments où on devine que tout peut s'effondrer. Merci à tous. Hannah Arendt a d'autre part travaillé sur la rupture entre la tradition et l'âge moderne et écrit La crise de la culture en 1961. C'est un ouvrage constitué de 8 essais qui consistent tous en un développement personnel des concepts modernes comme la liberté, l'histoire, l'autorité, l'éducation, mais aussi la vérité en politique, la conquête de l'espace et surtout la culture. Ce tout ayant pour but d'apprendre comment penser le XXe siècle. Elle citait d'ailleurs souvent, pour illustrer son propos, le poète René Char qui disait « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Elle utilisait la métaphore que l'homme se tient sur une brèche, dans l'intervalle entre le passé révolu et l'avenir infigurable. C'est-à-dire qu'il ne peut s'y tenir que dans la mesure où il y pense. Alors, chaque génération nouvelle, chaque homme nouveau doit redécouvrir laborieusement l'activité de penser. Longtemps, pour ce faire, on put recourir à la traduction. Or, nous vivons à l'âge moderne, l'usure de la tradition, la crise de la culture. Selon elle, l'homme connaît à présent la fin de la tradition, c'est-à-dire que ses cadres de référence, ses repères, tendent à se transformer, voire à disparaître. L'Europe est alors en crise et elle explique cela notamment par les progrès scientifiques, car la science est selon elle l'ennemi de la religion qui constituait les repères de la société. De plus, l'une des autres grandes caractéristiques de la modernité sont l'industrialisation et le changement du monde du travail. Ces derniers ont bouleversé en profondeur les façons de voir le monde. Nietzsche avait d'ailleurs eu ce pressentiment. Il opposait alors le fides à l'intellectus et il entendait affirmer la dignité de la vie humaine contre l'impuissance de l'homme moderne. Hannah Arendt développe dans son ouvrage une réflexion critique sur la modernité. Elle décrit cela comme correspondant à la société de masse et de consommation, et à une époque où l'administration bureaucratique et le travail remplacent justement le rôle de la politique. En ce sens, elle critique l'essor du social et de l'économique, c'est-à-dire de l'activité du travail consistant à la production des biens de consommation, et non à ceux qui s'inscrivent dans la durée, au détriment de la politique. Ainsi, elle dénonce la disparition de la sphère publique au profit de la sphère privée et de ses valeurs comme la production et la consommation. Elle regrette également que la culture soit mise à part par la société au profit des loisirs. Et elle considère également qu'un homme cultivé n'est pas un homme doté de plein de savoirs, mais plutôt un homme ayant une capacité de penser par lui-même, de faire preuve de discernement grâce à un esprit plus ouvert. En conclusion, Hannah Arendt est un personnage important de l'histoire ayant abordé un grand nombre de problématiques, politiques et sociales de son temps, en particulier le totalitarisme, mais aussi sur la crise de la culture des années 50 et 60. Sa pensée non conforme à l'époque aura eu une grande influence sur son temps et sur le nôtre.
Ma sitographie se trouvera en barre d'infos pour plus d'informations. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao!